La porte ne m'a pas claqué au nez. Ça aurait été plus simple. Au lieu de ça, elle s'est juste assez entr'ouverte pour que mon beau-père bloque le passage de son corps et dise calmement, presque poliment, « Tu ne fais pas partie de la famille. » Pendant une seconde, j'ai souri, parce que c'est ce que j'ai toujours fait quand quelque chose fait trop mal pour l'assimiler. Puis j'ai vu ma mère derrière lui. Elle n'était pas choquée. Elle n'était pas en colère. Elle souriait tranquillement, l'air à l'aise, comme si c'était exactement comme ça que la soirée devait se dérouler. Par-dessus son épaule, je l'ai regardé retirer mon marque-place de la table et repousser ma chaise. Elle a offert ma place au petit ami de ma sœur, Hugo, quelqu'un qui les connaissait depuis seulement 6 mois. Alors que j'avais passé ma vie entière à essayer de mériter cette place, personne n'a pris ma défense. Personne n'a même prononcé mon nom. Alors, je ne me suis pas battue. Je n'ai pas supplié. J'ai hoché la tête, je suis retournée à ma voiture et j'ai envoyé le message que je gardais en réserve depuis des mois. 5 minutes plus tard, la moitié de la tablée s'est levée et est sortie. J'ai appris très tôt que dans ma famille, l'amour n'était pas inconditionnel. Il se méritait. Il était mesuré à votre discrétion, à votre docilité, à votre capacité à faciliter la vie des autres. Je m'appelle Chloé Martin, et d'aussi loin que je me souvienne, j'étais la fille qu'il tolérait, pas celle qu'il célébrait. Ma mère, Hélène, avait une mémoire d'éléphant quand il s'agissait de mes erreurs. Elle pouvait se rappeler avec une précision parfaite la fois où j'avais oublié de décongeler le poulet, le 12 que j'avais eu en chimie, ou le ton que j'avais employé un soir où j'étais fatiguée après le travail. Mais quand il s'agissait de mes réussites, des bourses d'études, des heures supplémentaires que je faisais pour aider à payer les factures, des week-ends que je passais à faire du babysitting pour qu'elle puisse se reposer, sa mémoire lui faisait soudainement défaut. « Oh, ça, ce n'était rien », disait-elle. N'importe quel enfant aurait fait ça. Et puis il y avait ma sœur cadette, Léa. Léa n'a jamais eu à mériter l'affection. Elle entrait dans une pièce et les gens s'adoucissaient. Elle riait et ma mère riait plus fort. Elle pleurait et toute la maison se réorganisait autour de ses émotions. Léa était la facilité incarnée. Moi, j'étais l'épuisement. Quand ma mère a épousé Marc Dubois, les choses ne se sont pas améliorées. Elles sont juste devenues plus organisées. Marc aimait l'ordre, les plannings, les histoires sans vagues, une famille qui présentait bien de l'extérieur. Il ne m'a jamais crié dessus. Il n'en avait pas besoin. Sa déception se manifestait par des soupirs, des sourcils haussés, et des phrases qui se terminaient toujours de la même manière. « Chloé, tu compliques encore les choses. Chloé, pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser couler? Chloé, c'est un jour de fête. Ne gâche pas l'ambiance. » J'ai appris à me faire toute petite. À sourire quand ma poitrine se serrait. À ravaler mes mots avant qu'ils ne créent un drame. Je me disais que si seulement j'essayais plus fort, si j'aimais plus discrètement, si j'avais moins de besoins, ils finiraient par me voir. Je n'avais pas réalisé à l'époque que le problème n'avait jamais été l'espace que je prenais. C'était qu'ils avaient déjà décidé du peu que je méritais. Au moment du réveillon de Noël cette année-là, je savais déjà qu'il ne fallait s'attendre à aucun changement. J'avais passé assez de fêtes assises en marge des conversations. Assez de dîners à hocher la tête face à des commentaires désobligeants. Assez d'anniversaires à souffler des bougies que personne ne me regardait vraiment allumer. Pour être honnête, j'avais prévu de rester chez moi, de commander à manger et de faire comme si ce jour n'existait pas. Puis Manon m'a envoyé un texto. Manon était ma cousine du côté de ma mère, la seule personne de toute cette famille qui ne m'avait jamais traité comme un fardeau. Elle ne se précipitait pas pour combler les silences ou aplanir les tensions. Elle remarquait les choses, et quand elle me demandait comment j'allais, elle attendait vraiment la réponse. « Tu viens demain ?» a-t-elle écrit. Je t'ai gardé une place. J'ai fixé ce message plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Je t'ai gardé une place. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Pas ma mère, pas Marc, pas même Léa. Dans ma famille, j'arrivais généralement et je cherchais où me mettre une fois que tout le monde était installé. J'ai commencé à taper une réponse, puis je l'ai effacée, et j'ai recommencé. Et s'il commence quelque chose?
La réponse est arrivée presque immédiatement. Alors on ne fera pas comme si de rien n'était. C'était ça, le truc avec Manon. Elle ne promettait pas que ce serait facile. Elle promettait juste que je ne serais pas seule. Alors le lendemain matin, je me suis habillée. J'ai acheté une bouteille de vin. Ma mère aimait les bons crus dont elle se vantait auprès des invités, mais qu'elle n'ouvrait jamais pour moi. Je me suis dit que ce n'était pas pour espérer de la gentillesse. C'était pour tourner la page, pour me prouver que j'avais essayé une dernière fois. En conduisant vers la maison de mon enfance, mes mains se sont crispées sur le volant. Je ne le savais pas encore, mais ce n'allait pas être une autre déception silencieuse. C'était le jour où tout allait finalement voler en éclats. La maison était exactement la même, parfaite, impeccable, et douloureusement familière. La pelouse était tondue au cordeau. Un Père Noël en plastique était planté dans le jardin, comme une sorte de joyeux avertissement. Par la fenêtre ouverte de la cuisine, je pouvais sentir des odeurs de beurre, d'ail et de cannelle s'échapper dans l'air froid, des parfums réconfortants liés à des souvenirs qui n'avaient jamais vraiment été les miens. Toutes les places de parking près de la maison étaient déjà prises. Je me suis garée 2 maisons plus loin, comme toujours, et je suis restée assise un instant, le moteur en marche. Je regardais les silhouettes bouger derrière les rideaux. Des éclats de rire fusaient, vifs, étudiés, bien synchronisés. Ils étaient déjà en pleine représentation. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages. Manon devait être occupée à aider à l'intérieur. Je me suis dit de ne pas trop y penser. J'ai attrapé le vin, fermé ma voiture à clé, et j'ai remonté l'allée. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. En montant les marches du perron, j'ai aperçu mon reflet dans la porte vitrée. J'avais l'air bien, apprêté, normal. Pendant une seconde, je me suis demandé pourquoi je me sentais encore comme une intruse dans l'endroit où j'avais grandi. J'ai attrapé la poignée. Elle a tourné, mais la porte ne s'est pas complètement ouverte. Elle s'est arrêtée net, bloquée par une silhouette familière. Marc. Il emplissait l'encadrement de la porte comme s'il m'attendait, la main appuyée contre le chambranle, le corps juste assez incliné pour me maintenir dehors. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. Au contraire, il semblait soulagé. « Chloé », dit-il en baissant la voix comme si nous partagions un secret. « Ce n'est pas le bon moment. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Derrière lui, je pouvais voir la salle à manger. La table était mise, les assiettes disposées, les marque-places placées avec une symétrie soignée. Tout le monde était déjà assis, riant, parlant, trinquant. Il y avait une chaise vide. Ma chaise. Marc a suivi mon regard et s'est légèrement décalé, me bloquant à nouveau la vue. Il a esquissé un sourire pincé et tendu. « Ne faisons pas ça aujourd'hui, dit-il. Ta présence change toute l'ambiance. » J'ai senti mon estomac se nouer. Je ne suis même pas encore entrée, ai-je dit. Il a haussé les épaules comme si cela prouvait ce qu'il disait. Puis, aussi calmement que s'il annonçait la météo, il l'a prononcé. Tu ne fais pas partie de la famille. Les mots n'ont pas atterri d'un seul coup. Ils se sont infiltrés lentement, lourds et définitifs, comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Et c'est là que j'ai vu ma mère derrière lui, debout près de la table, observant toute la scène, en souriant. Un instant, j'ai cru avoir imaginé ce sourire. Mais ensuite, ma mère a bougé et la vérité est devenue limpide. Elle ne s'est pas précipitée vers la porte. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle n'avait même pas l'air confuse. Elle se tenait là, détendue. Une main posée sur le dossier d'une chaise, l'autre tenant un marque-place plié. Mon marque-place. Maman, ai-je dit. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a jeté un regard, le genre de regard qu'on lance à une caissière qui prend trop de temps. Impatient, légèrement agacé. Chloé, dit-elle doucement. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Plus difficiles. Marc a penché la tête, satisfait. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Je l'ai ignoré. J'ai fait un pas en avant, mais il n'a pas bougé.
La porte est restée entr'ouverte, comme une blessure qui refusait de se refermer. Hélène, dis-je, plus fort cette fois. Pourquoi donnes-tu ma place? Elle a soupiré, lentement, délibérément, comme si c'était moi qui la mettais dans l'embarras. Puis elle s'est retournée, a tendu le bras par-dessus la table et a tiré la chaise. Hugo, mon chéri, dit-elle d'une voix enjouée. Pourquoi ne t'assois-tu pas ici? Hugo, le petit ami de ma sœur, a levé les yeux, surpris. Oh, vous êtes sûr? Léa a ri, un rire rapide et léger. Oui, maman, c'est bon. Pas de problème. Hugo a hésité, a jeté un œil vers la porte, puis de nouveau vers la chaise. Il a souri maladroitement et s'est assis. Le bruit de la chaise raclant le sol m'a frappé plus durement que n'auraient pu le faire les mots de Marc. C'était ma place, ai-je dit. Maman m'a enfin regardé droit dans les yeux. Son sourire ne s'est pas effacé, il s'est crispé. Pas la peine d'être si dramatique, dit-elle. De toute façon, tu n'allais pas rester longtemps. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Vous aviez prévu ça, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Léa a pris une gorgée de son vin. Quelqu'un au bout de la table a gloussé, essayant de détendre l'atmosphère. La pièce a continué de vivre comme si j'étais déjà partie. Marc s'est penché vers moi, sa voix basse et ferme. Rentre chez toi, Chloé. Ne gâche pas le réveillon. J'ai attendu la colère, les larmes, l'envie familière de supplier. Rien de tout ça n'est venu. À la place, j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Marc a cligné des yeux, surpris. Le sourire de ma mère a vacillé une fraction de seconde. J'ai reculé, je me suis retournée et j'ai descendu les marches du perron, la bouteille de vin toujours à la main. Personne ne m'a suivi. Personne n'a crié mon nom. En arrivant à ma voiture, mes mains ont commencé à trembler, non pas de rage, mais de quelque chose de plus froid. Parce qu'en restant là, les clés s'enfonçant dans ma paume, j'ai réalisé quelque chose qu'ils ne savaient pas encore. Je n'étais pas venue sans préparation. Et je ne repartais pas les mains vides. Je suis restée assise dans ma voiture, moteur éteint, la bouteille de vin intacte sur le siège passager. Mon reflet me fixait dans le pare-brise sombre, les yeux vitreux, la mâchoire trop serrée, mais sous le choc, autre chose s'installait. La clarté. Je n'étais plus confuse. Je ne me demandais plus si j'avais mal interprété ou si j'avais été trop sensible. Ce qui s'était passé à cette porte était intentionnel, net, répété, et je m'y préparais depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert une conversation que j'avais créée il y a des mois. C'était un soir où Léa avait ri en disant « Chloé se pose toujours en victime, c'est incroyable ». Ma mère avait acquiescé. Marc avait ajouté « Elle adore attirer l'attention ». C'est cette nuit-là que j'ai arrêté de me défendre et que j'ai commencé à collectionner. Des captures d'écran de textos envoyés à mon sujet plutôt qu'à moi. Des mémos vocaux où ma mère plaisantait en disant que j'étais trop de travail. Une courte vidéo de Marc disant « Si Chloé n'aime pas comment les choses se passent, elle n'a qu'à partir ». Un autre enregistrement de mon anniversaire l'année dernière, où tout le monde parlait par-dessus moi comme si je n'étais pas assise là. Je ne l'avais pas fait par dépit. Je l'avais fait parce qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer comment il me traitait, l'histoire finissait par s'inverser. Je devenais la fille dramatique, instable, peu fiable. L'épreuve, elle, ne vous manipule pas. J'avais soigneusement choisi les destinataires. 7 personnes. Pas les plus bruyantes, pas les plus cruelles. Celles qui avaient encore une conscience. Manon, tante Denise, mamie Françoise, mon cousin Thomas, ma cousine Camille, Madame Leroy, et oui, Hugo. J'ai tapé une seule phrase. Sans émotion, sans explication. J'ai fini de me taire. Si vous êtes à cette table en ce moment, vous méritez de connaître la vérité. J'ai joint le fichier. 5 minutes. Monté uniquement pour la clarté. Horodatage inclus. Silence laissé intact. Mon pouce a plané au-dessus du bouton envoyer. Une fraction de seconde, j'ai pensé à faire demi-tour.
À retourner là-bas, à m'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait. Puis j'ai revu l'image de ma mère souriant en donnant ma place. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été distribué instantanément. Je me suis adossée contre l'appui-tête, le cœur battant, non pas de peur, mais d'un calme étrange et inconnu. Quoi qu'il arrive ensuite, la vérité n'était plus seulement à moi de la porter. Je ne suis pas partie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être par épuisement, mais je suis restée garée là, 2 maisons plus loin, observant la façade de la maison à travers mon pare-brise comme si c'était une scène de théâtre. Au début, rien ne s'est passé. Mon téléphone a vibré une fois. Puis une autre. Un texto de Manon s'est affiché à l'écran. Manon, Chloé, qu'est-ce que tu viens d'envoyer? J'ai expiré lentement mais n'ai pas répondu. Puis la porte d'entrée s'est ouverte violemment. Pas doucement, pas poliment. Elle s'est envolée comme si quelqu'un l'avait poussée à 2 mains. Manon est sortie la première. Elle n'avait pas l'air confuse. Elle n'avait pas l'air hésitante. Elle avait l'air en colère. Le genre de colère qui brûle, pure et vive. Elle a descendu les marches d'un pas décidé, le téléphone collé à l'oreille, faisant les 100 pas sur le trottoir comme si elle se retenait de hurler. Derrière elle est venue mamie Françoise. Elle se déplaçait plus lentement, mais sa posture était rigide. La mâchoire serrée. Je n'avais jamais vu ma grand-mère quitter une table familiale auparavant. Pas une seule fois. Elle s'est arrêtée au bas des marches, s'est retournée vers la maison et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais quoi que ce soit, ça l'a fait secouer la tête de dégoût. Ensuite, Madame Leroy a suivi, serrant son sac à main contre sa poitrine. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. Même à cette distance, j'ai entendu. « Oh mon Dieu !» Mon cœur a commencé à s'emballer. Mon téléphone a sonné. Manon. Cette fois, j'ai répondu. « Chloé », dit-elle, sans même dire bonjour. Sa voix était haletante. « Depuis combien de temps tu as ces enregistrements ? » « Assez longtemps, ai-je dit. » Il y avait des cris en arrière-plan. Je pouvais entendre la voix de Marc, sèche, élevée, paniquée. « Il pète les plombs », a dit Manon. « Marc vient de hurler que tu es malade, que tu as tout manipulé. » J'ai ri une fois. Un rire creux. Bien sûr qu'il l'a fait. Et ta mère, Manon s'est arrêtée, puis a continué plus doucement. Ta mère a essayé de garder le sourire. Elle a littéralement dit, c'est sorti de son contexte, alors que sa propre voix passait dans l'enregistrement. C'était incroyable. J'ai fermé les yeux. Une autre silhouette est apparue à la porte. Mon cousin Thomas. Il est sorti rapidement, arrachant sa serviette de son col et la jetant sur le perron comme si elle le brûlait. Je ne reste pas pour ça, l'ai-je entendu lancer. Pas après ça. La voix de Léa l'a suivi, aiguë et frénétique. Thomas, attends. Chloé déforme toujours tout. Manon a ricané dans le téléphone. Elle vient de dire « tu déformes tout » alors que le passage où elle te traite de fardeau était encore en train de jouer. J'ai dégluti difficilement. Puis j'ai vu Hugo. Il était figé sur le seuil, un pied dedans, un pied dehors, comme s'il ne pouvait pas décider à quel camp il appartenait. Il a regardé à l'intérieur de la maison, puis vers la chaise où il était assis quelques minutes plus tôt, ma chaise, maintenant abandonnée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» l'ai-je entendu demander. « Pourquoi m'avez-vous donné sa place ?» Silence. Même d'ici, je pouvais le sentir. Le genre de silence qui aspire tout l'air d'une pièce. Marc a aboyé quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Mais Hugo a secoué la tête. « Je ne crois pas que je puisse faire partie de ça », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. C'est à ce moment-là que la table s'est vraiment effondrée. Les gens ont commencé à partir par 2, puis individuellement. Certains en colère, d'autres abasourdis, certains en larmes. Personne ne riait plus. Personne ne trinquait. Manon a baissé la voix. « Chloé. » La moitié de la tablée vient de se barrer. J'ai regardé la maison, les lumières toujours allumées, les décorations toujours parfaites.
L'image essayait encore de tenir, mais l'illusion avait disparu. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas dehors à me demander pourquoi je n'avais pas ma place. Je les regardais réaliser qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Et d'une manière ou d'une autre, dans le silence de ma voiture, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Manon est montée dans ma voiture comme quelqu'un qui sort d'un bâtiment en feu. Elle a claqué la portière, l'a verrouillée par réflexe, puis est restée assise une seconde, respirant fort. Ils perdent la tête, dit-elle enfin. Complètement. Je n'ai pas répondu. Je fixais toujours la maison, les lumières brillant chaleureusement, les rideaux tirés, prétendant que rien n'avait changé. Marc n'arrête pas de faire les 100 pas, a poursuivi Manon. Il dit que tu as tout planifié, que tu es venu ce soir en espérant provoquer une scène. J'ai laissé échapper un lent rire. Évidemment. Il a dit à tout le monde que tu es instable depuis des années, a-t-elle ajouté. Que tu enregistres les gens parce que tu as des problèmes. Et est-ce que quelqu'un a demandé pourquoi je ressentais le besoin de le faire, ai-je demandé. Manon a secoué la tête. Non, cette partie-là le met mal à l'aise. Mon téléphone a de nouveau vibré. Puis encore. J'ai jeté un coup d'œil. Maman. Maman encore. Léa. Marc. J'ai retourné l'écran. Il panique, dit doucement Manon. Pas parce qu'ils t'ont fait du mal. Parce qu'ils ne peuvent plus contrôler le récit. Comme par hasard, mon téléphone s'est allumé une fois de plus, mais cette fois, ce n'était pas la famille. Hugo. J'ai ouvert le message. Chloé, je te jure que je ne savais pas. Ta mère m'a donné ta place comme si de rien n'était. J'ai demandé pourquoi et personne ne m'a répondu. Je ne crois pas que je puisse rester ici. J'ai regardé les mots, sans colère, sans satisfaction, juste fatigué. Il finit par voir, a dit Manon après avoir lu par-dessus mon épaule. Voir, ce n'est pas la même chose qu'arrêter, ai-je répondu. Mais c'est un début. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro que je n'avais pas enregistré, mais je l'ai reconnu instantanément. Mon père. J'ai hésité. Manon n'a rien dit. Elle m'a juste regardé, me laissant choisir. J'ai répondu. Chloé, dit-il. Sa voix semblait rauque, comme s'il avait ravalé des mots qu'il ne savait pas comment dire. J'ai tout vu. J'ai fermé les yeux. Tout. Oui. Une pause. Plus d'une fois. J'ai attendu. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas si grave, a-t-il continué. Que toi et ta mère ne vous entendiez tout simplement pas, que tu étais forte, que tu gérerais. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Mais l'entendre te traiter de fardeau, dit-il doucement, et voir Marc bloquer la porte comme ça, sa voix s'est brisée. J'aurais dû te protéger. Je ne l'ai pas fait. Le silence entre nous s'est étiré. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, ai-je demandé. Je n'attends pas de pardon, dit-il rapidement. J'avais juste besoin que tu saches que cette fois, je le vois. Et que tu n'as jamais rien imaginé. C'est à ce moment-là que ma poitrine a finalement cédé. Pas avec des sanglots, mais avec quelque chose de plus lourd. Le deuil d'une enfance où quelqu'un aurait dû parler plus tôt. Après avoir raccroché, Manon a tendu la main par-dessus la console et a serré la mienne. Ça comptait, dit-elle. Oui, ai-je admis. Mais ça n'efface pas aujourd'hui. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un long message de ma mère. Je l'ai ouvert. Je ne comprends pas pourquoi tu nous ferais ça. Nous essayons de maintenir la paix. Tu as mis la famille dans l'embarras devant tout le monde. Cela aurait pu être géré en privé. J'ai lu lentement, attentivement. Pas une seule fois elle n'a dit pardon. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois elle n'a mentionné la porte, la chaise ou le sourire. J'ai tapé une seule phrase en réponse. Tu ne voulais pas la paix. Tu voulais mon silence. Je l'ai envoyé. Le téléphone est devenu silencieux. Et pour la première fois de la soirée, j'ai senti quelque chose de solide s'installer en moi. Pas de la colère,
pas de la vengeance. Le point final. Il pouvait déformer, nier, réécrire, mais il ne pourrait jamais effacer ce que tout le monde venait de voir. Et moi non plus. Je ne suis pas retournée à cette maison. Je n'ai pas tourné en rond dans le quartier. Je ne suis pas restée assise là, espérant que quelqu'un me rattrape, essoufflé et plein de remords, criant mon nom comme s'il comptait. Je savais déjà comment cette histoire se terminait. Quelqu'un me demanderait de parler, d'être raisonnable, de comprendre à quel point c'était difficile pour tout le monde. Difficile pour eux avait toujours signifié silencieux pour moi. Alors, je suis rentrée chez moi. Les lumières de l'appartement se sont allumées quand j'ai déverrouillé la porte, révélant le petit espace imparfait qui était discrètement devenu le mien au fil des ans. Le canapé que j'avais acheté d'occasion. Le mug ébréché que j'utilisais toujours parce que personne d'autre ne le réclamait. La pile de livres sur la table basse que je lisais vraiment au lieu de les exposer pour les invités. Personne ici n'avait besoin que je sois plus petite. Manon m'a suivie à l'intérieur et a enlevé ses chaussures sans demander. Elle n'a pas comblé le silence avec des blagues ou des platitudes. Elle s'est juste assise à côté de moi par terre, le dos contre le canapé, comme si elle savait que ce soir, il ne s'agissait pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait de le laisser être brisé. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons mangé des nouilles instantanées directement dans la casserole. La vapeur embuait l'air. Le bruit des fourchettes qui s'entrechoquaient, doux et sans cérémonie. Dehors, des voitures passaient. Quelque part, des familles riaient. Ailleurs, quelqu'un pleurait dans une serviette de bain. La vie continuait. Tu sais, a finalement dit Manon, en regardant son bol. Les gens pensent toujours que le pire, c'est de s'entendre dire qu'on ne fait pas partie de la famille. Je n'ai pas répondu. Ma gorge était serrée. Mais ce n'était pas ça, a-t-elle continué. Le pire, c'était le sourire de ta mère. J'ai fermé les yeux. Ce sourire se rejouait en boucle. Sa facilité, son confort, la façon dont elle avait donné ma place comme si ce n'était rien de plus qu'une fourchette mal placée. J'ai passé des années à penser que si seulement je m'expliquais mieux, dis-je doucement. Si je n'avais pas l'air si émotive, si je ne réagissais pas autant, elle finirait par m'entendre. Manon a secoué la tête. Elle t'entendait. Elle a juste décidé que tu étais dérangeante. Cette vérité faisait mal, mais pas comme avant. Ce n'était pas comme une blessure fraîche. C'était comme si on relâchait la pression de quelque chose qui était infecté depuis des années. Au cours des jours suivants, les retombées sont arrivées comme un tonnerre lointain. Des textos de parents qui, soudainement, ne voulaient pas prendre parti. Des messages de personnes qui se disaient choquées, puis enchaînaient avec des raisons pour lesquelles j'aurais dû être plus patiente. Quelques excuses qui semblaient sincères, et beaucoup qui semblaient écrites pour se donner bonne conscience plutôt que pour réparer le mal. Ma mère ne s'est pas excusée. Elle a envoyé des paragraphes sur la trahison, l'embarras, sur le fait que les familles ne devraient pas laver leur linge sale en public. Elle n'a jamais mentionné la porte, la chaise, ou la façon dont elle m'avait regardé pendant que ça se passait. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Marc a envoyé un seul message. Juste un. Tu es allé trop loin. Je l'ai regardé longuement avant de le supprimer sans répondre. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. Léa m'a retiré de ses amis, puis m'a bloqué. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un message demandant si on pouvait parler, comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose de crucial. La page ne se tourne pas en discutant avec des gens qui ont tout intérêt à mal vous comprendre. Elle se tourne en se choisissant soi-même, malgré tout. Le plus étrange, c'était le calme. Plus d'attente pour la prochaine réunion de famille où je répéterai mes répliques dans ma tête. Plus besoin de me préparer à des commentaires déguisés en blagues. Plus besoin de scruter les visages pour savoir si j'étais la bienvenue ou simplement tolérée. Au début, le calme semblait vide. Puis il a semblé sûr. J'ai commencé à dormir toute la nuit. J'ai arrêté de sursauter quand mon téléphone vibrait. Je me suis surprise à rire.
Devrait rire, pour des choses qui n'avaient rien à voir avec le fait de prouver que j'allais bien. J'ai appelé mon père une semaine plus tard, non pas parce que je lui devais le pardon, mais parce que je voulais de la clarté. Nous avons parlé lentement, prudemment, comme deux personnes apprenant une nouvelle langue. Il ne m'a pas demandé de me réconcilier. Il n'a pas excusé ce qui s'était passé. Il a juste écouté. Et quand il a dit « j'aurais dû faire plus », j'ai laissé ces mots exister sans essayer de les utiliser pour me guérir. Certaines excuses arrivent trop tard pour changer le passé. Mais elles peuvent encore façonner l'avenir. Je ne me suis pas précipitée pour remplacer ma famille. Je n'ai pas construit une « famille de cœur » dramatique du jour au lendemain. Ce que j'ai fait à la place était plus simple et plus solide. J'ai laissé les gens se manifester. Manon, bien sûr. Une collègue qui m'a invité à prendre un café et qui le pensait vraiment. Un voisin qui se souvenait de mon nom. Des amis qui ne bronchaient pas quand je disais « ça m'a fait mal ». Je me suis construit une table où je n'avais pas besoin de mériter ma place. Et lentement, quelque chose a changé. J'ai cessé de me définir par ceux qui ne voulaient pas de moi. J'ai cessé de raconter ma vie comme une réaction au rejet. J'ai cessé de me demander si j'étais trop ou pas assez. J'étais juste. Un soir, des semaines plus tard, j'ai sorti un carnet et j'ai écrit quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à écrire auparavant. Pas une lettre à ma mère. Pas une défense, pas une explication, juste une phrase. Je n'ai pas perdu une famille. Je m'en suis délestée. Je l'ai relu encore et encore. Parce que la perte implique que quelque chose vous a été pris. Ce que je ressentais, c'était du soulagement. Partir ne faisait pas de moi quelqu'un sans cœur. Ça ne faisait pas de moi quelqu'un de cruel. Ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui avait tort. Ça faisait de moi quelqu'un d'honnête. Avant, je croyais que la famille était quelque chose auquel on survivait. Maintenant, je sais mieux. La famille, c'est l'endroit où l'on n'a pas besoin de s'effacer pour préserver la paix. Et pour la première fois de ma vie, être seul ne ressemblait pas à de l'abandon. Ça ressemblait à la liberté.